Bien, bonsoir à tous, merci une nouvelle fois d'être avec nous ce soir pour continuer à explorer le processus de création. Ce soir, on va se déplacer encore un petit peu et on va justement explorer un domaine qui est proche de la joaillerie, en l'occurrence la gastronomie. Ce sont des domaines similaires justement dans leur capacité à nous émouvoir et à nous émerveiller. Ce sont aussi des domaines qui sont emblématiques de savoir-faire exceptionnels, qui sont à l'œuvre dans le domaine de l'artisanat d'art. Donc ces deux champs présentent beaucoup de similitudes, on ne va pas toutes les égrener. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que ce sont des domaines qui allient la maîtrise de techniques ancestrales et également l'expression d'une sensibilité. Et en matière de création, justement, tout l'enjeu consiste à recevoir cet héritage, s'en nourrir pour pouvoir le dépasser. Ce soir, donc avec nos invités, on se propose d'évoquer 3 leviers en matière de création, les matières, les techniques et les concepts, et de réfléchir à leurs interactions pour mieux cerner les mécanismes de la création. Et pour étayer notre propos, on va s'appuyer sur quelques exemples de démarches singulières créatives. Donc ce soir, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir accueillir 2 intervenants de l'école Ferrandi Paris, qui est l'école de gastronomie. On reçoit donc monsieur Éric Trochon, qui est meilleur ouvrier de France 2011, chef cuisinier et professeur à Ferrandi Paris, et monsieur Laurent Aron, sémiologue, fondateur également du laboratoire de créativité culinaire et professeur associé à Ferrandi. Je vous passe la parole. Merci de nous accueillir. Le principe, c'est qu'il va vous donner sa vision, puis moi je vais être un peu impertinent, je vais l'embêter de temps en temps en intervenant, et il fera pareil sur la partie que j'ai plus spécifiquement préparée. Bonsoir à tous. Je suis donc enseignant à l'école Ferrandi, et puis je sors de l'école Ferrandi. Je suis un ancien élève. J'ai passé un CAP de cuisine basique dans les années 80, et je suis revenu enseigner en 97. Et je partage mon temps entre l'enseignement pour une partie, et je suis également restaurateur installé à Paris, où j'ai 2 restaurants, au Seine, un qui s'appelle Similia, l'autre qui s'appelle Freddy's. Et j'ai également un restaurant à Séoul, en Corée du Sud, et un restaurant à Tokyo, dont je m'occupe. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu l'univers de la création. Dans nos métiers, il est vaste, il y a un continuum en fait entre ce qu'on peut enseigner nous à l'école, puisque c'est une école professionnelle avec le corps enseignant, et pour ce qui est de la partie technique, ils ont tous été soit installés, soit chefs de cuisine. Donc ce sont des vrais professionnels qui transmettent, et la notion de transmission chez nous est quelque chose de très très fort. Donc on va commencer par vous parler un petit peu de ce qu'est la cuisine et d'où ça vient, surtout parce qu'aujourd'hui on est dans un état de fait, on voit beaucoup d'assiettes, on a beaucoup d'émissions de télévision, on baigne un petit peu dedans, et c'est beaucoup plus facile pour tout un chacun de voir, ou en tout cas d'apercevoir des images de cuisine, même si parfois on ne fréquente pas tous les restaurants. On ne va pas remonter l'histoire pour savoir que la notion de restaurant est quelque chose d'assez récent. Après la Révolution française, on estime que les aristocrates disparaissant, un certain nombre de chefs de cuisine et de maîtres queux et d'officiers de bouche se sont trouvés sur le pavé parisien, et à un moment donné ont essayé de vivre de leur métier, et on pense que la notion de restaurant vient de cette période-là où, n'ayant plus de maître à servir, il a bien fallu qu'ils continuent à vivre, et ont commencé à organiser des lieux qui jusque-là n'étaient que des estaminets ou des lieux à boire, et ils ont commencé à les transformer en restaurants, c'est-à-dire en lieux à manger. Et donc ça c'est vraiment très très loin, et puis moi je vais commencer avec la période qui pour les chefs actuels est la période de référence, c'est-à-dire 1900, et notamment la sortie du guide culinaire qui est rédigé par Auguste Escoffier. Alors Auguste Escoffier est important pour nous, puisque c'est lui qui a classifié, qui a mis en forme la méthodologie qu'on utilise encore aujourd'hui dans nos cuisines. Il a organisé les méthodologies de cuisson, les assaisonnements, il a référencé les sauces, les grandes sauces classiques. Jusque-là, tout ça, c'était un petit peu épars, et là, c'est devenu classé, ordonné. On a commencé à parler d'appellation, c'est-à-dire qu'une certaine façon de travailler une sauce, on allait lui donner un nom, et elle allait être ainsi reconnue. Et si on parle d'une sauce grand veneur, eh bien, elle sera toujours composée de la même façon. Elle n'aura pas toujours le même goût, puisque ça dépend du praticien, mais en tout cas, on sait que la sauce grand veneur, il y a une typologie qui correspond. Et puis, 1918, après la guerre, le premier répertoire de la cuisine, parce que le guide culinaire, c'est un gros pavé qu'on ne peut pas toujours emmener avec soi, et le répertoire Gringoire et Saunier, c'est 240 pages sous un format poche. Alors c'est assez étonnant, rédigé dans un style un petit peu télégraphique, mais qui pour tous les chefs est une référence, et aujourd'hui encore,
on demande à nos étudiants de l'avoir dans leur mallette, même si, pour être tout à fait franc avec vous, les appellations, peu de gens savent exactement à quoi elles correspondent, à part les chefs les plus âgés. Mais bon, c'est assez étonnant, c'est une espèce de chose comme ça qui est restée comme une référence. Après, on arrive aux premières 3 étoiles. Alors, ce qu'on appelle les 3 étoiles, ou les macarons Michelin, c'est important. Donc, le guide Michelin est un guide qui est destiné à l'origine aux conducteurs d'automobiles pour leur permettre de trouver en campagne des lieux pour se restaurer, pour faire de l'essence et entretenir leurs pneumatiques, puisque les routes n'étaient quand même pas en très bon état. Et donc c'est Michelin qui a lancé ce premier guide, et en 1933, il référence pour la première fois les lieux exceptionnels. Il y a 3 étoiles, aujourd'hui on dirait 3 macarons. La première, c'est un lieu qui a très bonne cuisine. Deuxième étoile, ça mérite le détour. La 3e étoile, c'est un lieu de destination, c'est-à-dire ça mérite un voyage. On va dîner dans un 3 étoiles. Donc c'est un petit peu le sens de Michelin. Et puis il attribue ces 3 étoiles. Ensuite on a eu la guerre. Tout ça, ça s'est éteint pendant une période. Et 1951, on arrive sur le retour des 3 étoiles. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit d'abord que Escoffier ayant codifié la cuisine, Escoffier étant devenu une référence, on ne demande pas au chef d'être un créateur. On lui demande d'être un interprète. Les symphonies sont écrites, les recettes sont écrites. On va juger la qualité du praticien à sa façon d'aborder une recette qui est figée. Comment lui, dans son savoir-faire, dans sa sensibilité, il va passer à travers cette codification pour délivrer un produit mouvant, bon, et qui va satisfaire le client. Donc ça, on est mimétique, les recettes voyagent à travers l'Europe. Il faut savoir que donc, Escoffier a travaillé avec M. Ritz, et c'est le premier en fait qui a mis des cuisines gastronomiques dans les hôtels. M. Ritz étant d'abord un hôtelier, et il a créé des hôtels à Paris, à Londres, en Suisse, où toute la diaspora européenne se promenait en fonction des saisons et élisait domicile dans les hôtels où ils restaient des durées quand même assez longues, et il leur fallait une cuisine qui corresponde à leur train de vie. Donc là, pas question de créer, pas question d'inventer, on a un répertoire, on a des codes culinaires, et on va rentrer dans ces codes de façon très très fermée. Voilà les grandes pièces au plat. Alors beaucoup de choses au plat. Importance du service, un service très très important. Le maître d'hôtel, premier maître d'hôtel, deuxième maître d'hôtel, les gens à la découpe, les voitures, ce qu'on appelle de tranches, c'est-à-dire des voitures en argent avec des cloches, où on mettait les pièces les plus importantes, qu'on allait découper devant le client. Toutes les préparations étaient faites sur des guéridons. Alors vous savez qu'il existe 3 grands types de services. Le service à la française, où on présente le plat au client avec les couverts en face de lui, le convive se sert. Le service à l'anglaise, où le maître d'hôtel va servir le convive. Et enfin, ce qu'on appelle le service à la russe, le service au guéridon, où on a une petite table derrière, les pièces arrivent sur un plat, on les présente au client, on les pose sur le guéridon, et ensuite on les sert à l'assiette et on les donne au convive. Alors il se trouve que ça demande beaucoup de personnel, il faut maintenir tout ça au chaud pour que le destinataire final ne mange pas froid, donc c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, c'est un joli balai, et dans les palaces, ça fonctionne très bien. Donc voilà notre ami Auguste Escoffier. Il a créé, enfin, il a nommé en tout cas un certain nombre de recettes que vous connaissez peut-être, comme la pêche melba. Voilà, il a codifié. Alors je dis, il n'a pas créé au sens créé, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a fait que codifier des pratiques qui existaient et les a mises en forme et dans son guide. Et puis, on en parlait tout à l'heure des premiers 3 étoiles. Là, c'est le règne en fait des restaurateurs. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas encore de cuisiniers. Ce sont des gens qui reçoivent les clients chez eux, qui sont un peu les héritiers de ce qu'on appelle les officiers de bouche. Il faut savoir par exemple qu'on parle tous de Vatel, mais Vatel n'était pas un cuisinier, hein. Vatel était un officier de bouche. C'est-à-dire quelqu'un qui avait l'entière responsabilité de la table, en l'occurrence du prince de Condé pour Vatel, mais ils n'étaient pas des cuisiniers. Ils employaient des cuisiniers, mais ils n'étaient pas cuisiniers. Et là, c'est un petit peu ça, c'est des restaurateurs, ils tiennent des maisons, à Lyon, hein, celle qu'on appelait la mère Brasier, Eugénie Brasier, Fernand-Point, la Pyramide, qui est le monsieur qui a formé toute la génération suivante, parce que chez monsieur Fernand-Point, il y avait Alain Chapelle, il y avait Paul Bocuse, entre autres, qui ont travaillé comme commis à l'époque. André Pic, hein, qui est le grand-père de Anne-Sophie Pic, qui aujourd'hui exerce encore. André Terrail, qui était le patron, le propriétaire de la Tour d'Argent, qui est le monsieur qui a repris ce qu'on appelait le café anglais sur les quais de la Tournelle et l'a transformé en la Tour d'Argent. Et puis Alexandre Dumed, également, grand restaurateur. Donc ces gens-là sont des restaurateurs, mais ne sont pas des cuisiniers. En revanche, ils ont donné une impulsion à la cuisine française, c'est-à-dire qu'ils l'ont sorti des palaces pour la mettre dans des établissements, certes fort bourgeois, mais loin quand même de la clientèle de palace.
Alors, quelques exemples de cuisine. Le gratin d'écrevisse de Fernand Point. Donc, vous voyez, on est sur des choses très argentées, n'est-ce pas? Où il n'y a pas... La décoration a de l'importance dans les volumes, mais elle n'est pas pointilliste, comme on verra plus tard. Hein. Et le goût, surtout, est dominant. C'est-à-dire qu'on va chercher le goût de la cuisine. On a à côté une poularde demi... Alors, on l'appelle demi-deuil, puisqu'on a contisé la peau avec des lamelles de truffe. Hein. Et c'est un plat néo-paysan, puisqu'on dit oui, c'est juste une poule au pot qui est cuite avec quelques légumes, sauf que c'est une volaille de Bresse, en général d'une poularde, qui a été élevée d'une certaine façon pour la rendre extrêmement moelleuse. On glisse sous la peau des lamelles de truffe, on fait cuire le tout dans un bouillon avec des légumes, et on enrichit de jus de truffe et foie gras. Voilà. Donc, la photo n'est pas d'époque, je dois dire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin c'est le sémiologue qui s'invite, de revendiquer autant. Par le bleu, blanc, rouge, l'appellation volaille de Bresse. Voilà, là c'est un petit clin d'œil, aux AOP, enfin aux appellations d'origine protégée, puisque les volailles de Bresse ont été une des premières volailles à recevoir ces appellations d'origine contrôlée en fait. Là, la présentation est importante, mais elle est plus dans la façon de traiter le plat que réellement dans le plat lui-même. On ne cherche pas la notion réellement de présentation. Alors, André Terrail, le canard de la Tour d'Argent, dont vous avez peut-être entendu parler. Il faut savoir qu'à la Tour d'Argent, au dernier étage, dans le restaurant, vous avez un théâtre à canards. Vous choisissez votre canard sur la carte, on vous donne un canard numéroté, donc chacun a son canard. Et puis, il y a une découpe du canard qui est faite, comme ici, dans le théâtre à canards. La carcasse est mise dans la presse que vous voyez sur le côté, et le jus qui va s'écouler de cette presse en argent va servir à lier la sauce qui va être ensuite versée sur le canard. Donc c'est extrêmement rituel. L'intérêt du plat réside autant dans le cérémonial que dans le goût lui-même. Bon, c'est très bon, hein, mais bon, ce qui est très impressionnant, c'est de voir la façon dont c'est préparé. Vous l'avez mis aussi parce que c'est pas très vegan. Ah oui, non, c'est pas très vegan, non, parce qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle alors c'est inspiré d'une recette rouennaise où, vous savez, il y a deux types de façons de tuer les canards, soit, petit détail technique, on les égorge et on les vide de leur sang, ou au contraire, on les étouffe pour que le sang reste à l'intérieur. Donc, à la rouennaise, on conserve le canard étouffé, ce qui permet d'avoir le sang à l'intérieur de la carcasse, qui fait que quand on presse, avec cette grande presse en argent, qui est une très belle pièce d'orfèvrerie, vous avez le jus qui va couler et qui va permettre de lier la sauce. Et puis à côté, vous avez René Lasserre. Alors je ne l'ai pas cité, René Lasserre, j'ai eu la chance de le connaître. René Lasserre, c'est le restaurant Lasserre à Paris, qui se trouve en face du Petit Palais, je crois. Il faut savoir que ça, à l'origine, c'était une cabane de jardin qu'avant la guerre, il a racheté. Et il a créé le fameux restaurant Lasserre. Il était restaurateur, il n'était pas cuisinier, donc il a toujours employé des chefs. Et à sa table, vous aviez ce type de préparation, le canard à l'orange, où on voit bien que, bon, pareil, la pièce est présentée entière, elle va être découpée ensuite et servie. La sauce est abondante, hein, dans toutes ces cuisines, il y a une présence importante de la sauce, qui est vraiment une des caractéristiques de la cuisine française. Alors on passe quelques années avec des maisons qui deviennent de plus en plus bourgeoises, des cuisines de plus en plus lourdes et compliquées. Et puis arrive 1965 avec le magazine Goemio, donc deux journalistes férus de gastronomie et gourmets qui fondent un magazine qui s'appelle Le Goemio. Et Le Goemio va commencer à dire il y en a marre de cette cuisine lourde, empoulée, compliquée, qui demande beaucoup de monde. On a repéré dans le paysage français des jeunes cuisiniers qui travaillent des produits complètement différemment, qui sont sortis du registre d'Escoffier. Ils font un petit peu du hors-piste avec leur sensibilité, avec leurs envies, inscrits dans leur terroir, et ils décrètent d'un seul coup, ben voilà, on va parler maintenant de la nouvelle cuisine. Alors tout le monde a entendu parler de la nouvelle cuisine, mais la date de naissance c'est 1965. Et la nouvelle cuisine, elle a 10 commandements, c'est quand même assez structuré, hein, tout ça. Tu ne cuiras pas trop, c'est vrai que jusque-là on était quand même sur des cuissons assez importantes et longues. Tu utiliseras des produits frais de qualité. En creux, ça veut dire qu'on n'utilisait pas toujours des produits très frais, on les masquait souvent par des sauces opulentes, et tous les produits n'étaient pas d'une extrême qualité. Enfin, en tout cas, les cuisiniers n'avaient pas le souci toujours de l'origine des produits. Tu allégeras ta carte, donc fini les cartes de restaurant avec 30 plats, parce que ça fait des mises en place compliquées, ça veut dire que tout n'est pas toujours de première fraîcheur, etc., etc. Tu ne seras pas systématiquement moderniste, alors ils avaient essayé de mettre un petit frein quand même, parce que ça commençait à partir dans le décor avec des sols au kiwi et autres, donc ils se sont dit, on va mettre un coup de frein quand même. Tu rechercheras ce que t'apportent les nouvelles techniques. La technique, elle est intimement liée à la notion de cuisine, c'est-à-dire que
La cuisine que nous pratiquons aujourd'hui, elle est le fruit de la technique, de notre technique. L'apparition du sous-vide, la cuisson basse température, les matériaux qu'on peut utiliser aujourd'hui en cuisine, en pâtisserie, tels que les moules en silicone et autres, ça a révolutionné, ça change de façon définitive notre façon de cuire et de consommer les produits, en tout cas de les préparer. Tu éviteras marinade, faisandage et fermentation. C'est vrai qu'on avait une grosse tendance dans la cuisine française à faire des marinades et à pousser les viandes en surmaturation. Alors ça avait complètement disparu, c'est en train de revenir avec ce qu'on appelle les dry aged, c'est-à-dire les viandes maturées que vous pouvez trouver maintenant dans certaines boucheries. Mais à l'époque, c'était de façon systématique. Tout était maturé. Les viandes étaient maturées, les gibiers étaient maturés, et parfois même les poissons étaient maturés. Bon, ça, les sauces riches, on enlève les sauces riches, hein, toutes ces sauces. Alors, je parlais de liaison au sang, liaison au foie gras, liaison à la crème, liaison à la purée de foie de volaille, à la bisque de homard, etc., etc. Donc on enlève les sauces. On commence à se préoccuper de sa santé avec la diététique. C'est vrai que les gourmets et gourmands étaient atteints parfois de gouttes, en tout cas des petits problèmes de santé. Puis là, ça veut dire aussi que derrière, à partir des années 70, on commence à se préoccuper du corps. Le corps change, l'embonpoint n'est plus de mise. Un mangeur doit être quelqu'un de svelte et pas quelqu'un de replet. Et ça, c'est important. C'est aussi derrière ça, en creux, c'est le changement de société avec le changement de notre regard sur notre propre corps. Être un homme dans les années 30, c'était bien d'être un petit peu confortable et une certaine stature. Et là, on se rend compte que non, la diététique commence à prendre le pas, on commence à enlever les sauces un peu trop riches, on commence à enlever du sucre, etc. Et on essaie de faire une cuisine qui est plus en accord avec le monde dans lequel on vit. Tu ne truqueras pas tes présentations. Alors ça, c'est référence à la photo que vous avez vue avant avec ce très joli moulin en pain de mie avec les ailes, etc., etc. On faisait aussi ce qu'on appelait les volières, c'est-à-dire qu'on désossait les volailles et on les reconstituait en vol pour présenter par exemple un faisan. On faisait 2 faisans en vol sur une branche d'arbre, et tu seras assez inventif. Et si tu permets, ce qui est intéressant par rapport à l'époque qu'on vit, c'est que là on a 10 commandements, donc on y reviendra sur le côté un peu religieux, qui est toujours lié à la façon dont on mange. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait faire 10 commandements, non pas que le 8e, rien que centré sur des nouveaux injonctions alimentaires. Tu ne mangeras pas de gluten, vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a la place de la diététique. C'est intéressant de voir parmi ce qui constitue la nouvelle carte du territoire culinaire dans les années 70. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est d'imaginer tout ce qui est en creux derrière ça, et tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque sur le territoire français, dans les petites auberges, dans les restaurants parisiens. Bon, il y a des tas d'anecdotes sur tout ça. Nous, en cuisine, on en connaît un certain nombre, notamment sur les phénomènes de marinade, de faisandage, de viande un petit peu poussée comme ça. Donc tout ça, ça disparaît. Et donc, on met Escoffier au feu, et la cuisine devient création. D'un seul coup, tous les chefs se sentent pousser des ailes. Le chef devient compositeur, et se libère complètement de la tradition, se libère de tout ce qu'on lui a appris dans son apprentissage, se libère des appellations. Alors, on pourrait faire 2 heures en conférence rien que sur les appellations. Comment les noms ont changé. La sole Marguerie est devenue une sole de petit bateau beurre mousseux, au lieu, etc. etc. Les appellations évoluent en même temps, le langage sur la cuisine évolue, le chef n'est plus un interprète, il devient un créateur, et il se sent parfois presque obligé de devenir un créateur. Donc c'est aussi le moment où les étrangers s'intéressent à nous, notamment les chefs japonais commencent à venir en France, justement pour découvrir cette nouvelle cuisine française dont tout le monde commence à parler. Et puis, dans les pères de la nouvelle cuisine, vous avez Raymond Oliver, vous connaissez peut-être parce qu'il a eu son fils, ils sont peut-être jeunes. Jean Delaveine, qui était installé à Bougival. Oliver, c'est les premières émissions de télévision. Alors vous l'avez là sur l'image, avec de cuisine, ouais. La présentatrice, je ne me souviens jamais. Catherine Langer. Catherine Langer, voilà. Alors, imagine la cuisine. Il y a un très bon livre qui vient de sortir qui retrace toutes les émissions culinaires à la télévision. Donc là, vous avez vraiment la photo d'origine, c'est-à-dire que sans ce monsieur, je ne pense pas qu'aujourd'hui les émissions de cuisine passeraient à la télévision, mais en l'occurrence, il a le premier démocratisé et montré de la cuisine à la télévision. Jacques Manière, qui est installé boulevard Saint-Germain, qui faisait une cuisine vapeur, qui a beaucoup travaillé sur la notion de cuisson à la vapeur. 2 stars, Jean et Pierre Troisgros, installés à Roanne, qui ont été aussi les précurseurs de cette nouvelle cuisine. On verra tout à l'heure aussi pour plein de raisons. Il se trouve que Pierre n'exerce plus, Jean est décédé, mais voilà, il reste leur fils qui s'appelle Michel, et maintenant leur petit-fils qui s'appelle César. Ils viennent de quitter le centre de Roanne, donc pour nous c'est une émotion, parce qu'ils étaient installés au buffet de la gare à Roanne. Il y a une page dans le Monde aujourd'hui, d'ailleurs.
D'accord. C'est- Et donc ils ont racheté un autre domaine pour sortir de Rouen, ce qui est voilà, c'est vraiment en ce moment il y a une page qui se tourne pour nous pour les cuisiniers de cette génération-là. Michel Guérard, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé sur la cuisine minceur, qui a eu la chance, alors il a une vie tout à fait fabuleuse, il était installé dans un petit bistrot à Asnières, qui était à l'époque une banlieue ouvrière, et puis il faisait tellement bien à manger ce monsieur que son bistrot était plein tout le temps plein, tout le temps plein, tout le temps plein. Et un jour, il y a un de ses amis qui lui a présenté une jolie et charmante jeune femme qui était la fille de la chaîne thermale du Soleil, et donc il est parti s'installer à Eugénie. Et il a donc monté un domaine exceptionnel, c'est magnifique, à Eugénie-les-Bains, et continué à travailler sur la cuisine qu'on appelle minceur, en tout cas sur une cuisine saine pour le corps. Et de tous les 3 étoiles, c'est le plus ancien aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge il a 85, et il a une forme épatante. Paul Bocuse, alors Paul Bocuse, c'est... pour nous, c'est tellement énorme, j'ai du mal à en parler. Donc, c'est le premier qui a poussé les cuisiniers en dehors de leur cuisine en leur disant allez voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, bougez, voyagez, sortez, rencontrez vos clients. Paul Bocuse, c'est un Lyonnais installé à Collonges au Mont d'Or. C'est un homme d'une trempe absolument incroyable, qui n'a jamais prétendu être le meilleur cuisinier du monde, en tout cas, qui est celui qui est le plus intéressant et qui a vraiment fait bouger les lignes, et qui a vraiment le premier su parler aux médias. C'est le premier qui a un petit peu chouchouté les journalistes, qui a invité les journalistes, qui a fait des fêtes absolument incroyables. C'est lui qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. 2 plats très intéressants. Le premier sur la gauche, le saumon à l'oseille de 3 gros. Alors ça c'est le plat mythique. Imaginez-vous qu'avant on servait des saumons entiers, qu'on les découpait devant le client, et que là d'un seul coup il y a un restaurateur qui décide de prendre le saumon et de le couper comme on coupe de la viande. Ça vous paraît tellement banal aujourd'hui que vous n'imaginez pas à quel point ça a pu être révolutionnaire à l'époque. On ne coupait jamais, pour rien au monde, on aurait coupé un poisson en morceaux comme ça pour le servir directement au client. C'était impensable. Au mieux, on faisait une tranche, qu'on appelait une darne, on prenait le poisson, on faisait une tranche, on servait avec l'arête, avec le truc au milieu, la peau autour. Mais alors là, c'était absolument une espèce de carré de poisson comme ça, taillé comme ça en pavé, c'était révolutionnaire. Parallèlement, on ne l'a pas mis ici, mais il y a un autre plat qui vous semble aujourd'hui complètement dingue, c'est le magret de canard. Il faut savoir que le magret de canard, avant l'arrivée de M. Daguin à Auch, de cette génération-là, le magret de canard, il passait dans le confit de canard, c'est-à-dire archi cuit, tout ça avec les cuisses. Et Daguin à Auch est le premier à avoir prélevé le magret de canard et l'avoir rôti pour le servir saignant. Donc aujourd'hui, ça n'effraie personne d'avoir un magret de canard saignant, mais à l'époque, c'était une véritable révolution. Quand vous voyez le canard tel qu'il était présenté, avec le moulin, les oranges reconstituées, etc., et qu'on vous sort juste le filet de canard, qu'on vous le cuit et qu'on vous le fait faire saignant, pour l'époque, c'était vraiment la révolution. Michel Guérard, avec un travail sur le homard en mi-cuit, pareil, la juste cuisson. À l'époque, le homard, il était poché, il était servi thermidor, donc recouvert d'une sauce à la moutarde et gratiné au four, ou alors il était servi froid avec une mayonnaise et des légumes type macédoine. Et là, d'un seul coup, il prend les queues de homard et il les sert voilà, à peine translucides, avec une petite huile fumée, des herbes de son jardin, puisqu'il a la chance d'avoir un domaine extraordinaire avec des potagers. Hein. C'est aussi le début où les chefs d'un seul coup se disent mais d'où viennent nos produits? Qu'est-ce qu'on utilise dans nos cuisines? Et c'est vrai que pour avoir commencé dans les années 80, on avait 10 légumes. Alors qu'aujourd'hui, on a juste sur la betterave, on a déjà 10 variétés. Les blettes, on en a 15 variétés. Voilà, il y a un travail qui a été fait sur les approvisionnements qui est absolument extraordinaire. 2 choses, c'est que là, on va arriver une relation qui est quasiment interpersonnelle entre le client et le chef, c'est-à-dire qu'il fait une assiette lui pour vous. Donc, et c'est pas pour une table, c'est pas l'assiette, le plat qu'il fait depuis toujours, il est dans une recomposition, donc créer des assiettes. Et dans la deuxième photo, on voit qu'il y a déjà une notion de composition et même une notion d'influence dans ce plat parce qu'il revenait de Chine. Il s'amusait beaucoup. Hein. Voilà, il commençait. Donc on passe de choses qui seraient restées in fine les mêmes à des choses qui peuvent être tous les jours différentes. Et on sait à quel point, Eric revient là-dessus, des gens comme Gagnère sont capables de changer dans la dernière seconde que vous travaillez avec lui une assiette qu'ils vont livrer à un client. Voilà, donc on n'est plus sur des plats qu'on découpe au guéridon derrière le client et qu'on vient lui poser sur la table. On est sur une assiette. Et le symbole de la cuisine moderne, hein, enfin, ce qu'on appelle la nouvelle cuisine française, c'était l'assiette. Alors une assiette qui était assez généreuse, comme dans le cas des cuillères 3 gros, et puis qui parfois par excès est devenue très petite, ce qui même fait beaucoup rire un certain nombre de gastronomes ou de clients qui se disent « Ah ben la nouvelle cuisine, on soulève une grande cloche et puis il y a une petite pot au milieu de l'assiette ». Donc ça c'était un petit peu l'illustration, mais effectivement,
Transformation du métier, les maîtres d'hôtel disparaissent, on n'a plus que des gens qui portent des plats, qui les amènent et qui les posent. La relation client n'est plus la même, il n'y a pas ce cérémonial, mais les efforts sur autre chose, on met des efforts sur la qualité de la vaisselle, sur la qualité des produits, mais moins dans le décorum de la salle. Moins d'apparat, moins de brigades de service, moins de hiérarchie, et chaque chef va commencer à vous préparer une assiette pour vous. Et c'est pareil, on n'imagine pas à quel point c'est révolutionnaire et comment ça a changé nos habitudes alimentaires. Je voyage beaucoup en Asie, parce que j'ai des restaurants là-bas. Quand on fait une assiette, pour 2 personnes, en général, on fait une assiette chacun, et alors nos clients nous commandent chacun une assiette différente. Nous, naïvement, on va penser que comme les Français, ils vont aller manger chacun l'assiette. Pas du tout. Ils prennent la première assiette, ils la mettent entre les deux, et ils mangent tous les deux dans l'assiette. Et puis après, ils passent à la deuxième assiette. Alors à Corée, c'est encore pire. C'est carrément, il faut servir au plat parce que sinon, ils ne mangent pas. C'est-à-dire qu'ils n'aiment que la convivialité, ce que nous avions avant nous. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à des assiettes, chacun l'assiette. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ils sont très mal à l'aise quand on leur amène juste une assiette qui les contraint dans un espace privé. Alors que la nourriture, chez eux, est quelque chose de collectif. Ça, c'était vraiment le basculement, la bascule entre le service au plat, service à la française ou à l'anglaise, comme je disais, ou service au guéridon, qu'on venait découper pour vous servir. Les grands chefs de la nouvelle cuisine, Alain Chapelle, que vous avez en photo ici, qui était à Lyonnais, Louis Houtier, qui était à la Napoule, Jacques Bic, donc le père de Anne-Sophie, Alain Sanderens. Alors Alain Sanderens, c'est Lucas Carton, mais à l'époque, il avait un restaurant qui s'appelait l'Archestrate, du nom d'un cuisinier gastronome romain, et qui était installé rue de Varennes, et qui a été repris, qui s'appelle maintenant l'Arpège, c'est Alain Passard. Et la particularité d'Alain Sanderens, c'est le premier qui a travaillé sur les accords mets et vin. Et il en a fait une science, c'est-à-dire que le premier a imaginé accompagner de façon systématique chaque plat par un vin différent. Parce que la notion d'accompagnement et de boisson dans la cuisine française, c'est quelque chose de très important. Roger Verger, le moulin de Verger, dans le sud. Paul et Jean-Pierre Héberlin, qui sont à l'auberge de Lille, à Lillehausern, en Alsace. Et puis il y a un petit intrus, qui s'appelle Gaston Lenôtre, qui était un pâtissier, c'est pour ça que je dis que c'est un intrus, qui était installé dans le 16e arrondissement, et qui, le premier, a compris l'intérêt de la nouvelle cuisine française, et qui a appliqué à la pâtisserie française les principes de la nouvelle cuisine, c'est-à-dire travailler sur des petits gâteaux à la pièce, travailler sur des textures allégées, moins décorées, et vraiment aller chercher les meilleurs produits. Donc ça, c'est Gaston Lenôtre. Et puis voilà, Dieu, donc Paul Bocuse, 3 étoiles au guide Michelin depuis 1965, donc sacré bonhomme. Et puis c'est le premier à avoir mis en avant aussi le concours du meilleur ouvrier de France, et Paul Bocuse, on ne le voit jamais sans son col bleu, blanc, rouge. C'est vraiment l'icône de la cuisine française. Et il l'a exporté aux États-Unis avec Verger et le pâtissier, donc Monsieur Lenôtre. Ils ont dirigé des restaurants à Epcot Center en Floride. Et ils ont fait la petite France. Voilà, ils ont fait rayonner la cuisine française, vraiment. Ils étaient appelés dans le monde entier. Ils ont fait rayonner la cuisine française. Escoffier, la période Escoffier, 1900, les chefs français étaient principalement en Europe, dans les cours d'Europe, Russie, Angleterre, alors que Bocuse, en fait, cette période-là, ils ont rayonné sur le monde entier. Là, je voulais taquiner Eric, mais c'était juste pour sur 2 plats où les principes de la nouvelle cuisine sont là, hein, c'est les chefs qu'il a cités. Il y a juste 2 déplacements. Un qui est sur l'espace, parce que le service à l'assiette, il est dans une cocotte là. Mais les principes de la cuisine sont respectés. C'est chez Chapelle. Et le deuxième, sur le bar au caviar, c'est un plat du père, pas du grand-père, mais du père de Anne-Sophie Pic, qu'elle a gardé dans son patrimoine. Donc elle continue. Alors elle l'a épuré, parce que c'est la version d'aujourd'hui. Mais il peut y avoir une continuité. Simplement, après, on arrive sur une logique à l'assiette, etc. On peut garder des choses tout en les amenant dans le nouveau cadre. Moi, je vais juste faire quelques remarques après que Eric vous ait planté le décor et soumettre ça à votre réflexion de créateur ou futur créateur que vous êtes sur des matières différentes, mais choses qui peuvent, dans la création, qui s'appliquent partout. Ce qu'a expliqué Eric, c'est à travers ce changement de paradigme où en fait on faisait toujours le même de mieux en mieux, et celui qui le faisait le mieux possible, c'était le plus grand cuisinier finalement. Donc cette logique de répétition, d'interprète, comme il disait, on est passé à une logique de créateur, de compositeur. Et là on fait pour soi, et bien souvent même on peut imaginer qu'on le fait pour une seule personne. Hein. C'est ça qu'on veut arriver à faire. Et à travers ça, il y a quelque chose qui bascule. Ça entraîne aussi que ça libère complètement l'espace de création. Et là, on va superposer en fait un paradoxe fondamental qui est de l'alimentation à une série de... Moi, je propose un certain nombre de paradoxes que j'appelle le paradoxe du cuisinier. Le paradoxe fondamental de l'alimentation, il est sous-jacent à ce que vous faites quand vous mangez. Il est assez évident, et pourtant, on n'y pense jamais. C'est qu'on est pris entre deux contraintes quand on mange. Ça, c'est l'analyse
qui serait par les sociologues américains et les Français ont récupéré, ça s'appelle le paradoxe de l'omnivore. C'est-à-dire que vous êtes pris entre la nécessité, parce que vous êtes omnivore, d'aller manger des aliments différents et donc variés, donc potentiellement d'aller vers le nouveau. Hein, donc ça, vous êtes néophile, dans le sens que vous allez vers cette nouveauté, vous avez envie du nouveau pour vous diversifier votre alimentation. Et à l'inverse, comme le nouveau, c'est parfois l'inconnu, on peut avoir peur de s'empoisonner. Tant qu'on n'a pas eu des recettes, des marqueurs, des botanistes pour nous dire quelle herbe était bonne ou quel aliment on pouvait survivre en le consommant, on a toujours cette tendance qui est une tendance d'être néophobe, c'est-à-dire d'avoir une peur de l'aliment. C'est exactement la problématique dans laquelle finalement on peut situer la création culinaire. Parce qu'on est tenté de reproduire tout le temps éternellement la recette qui marche et par laquelle on ne va pas mourir, et qui va nous faire du bien, dont on va être content. Et à l'inverse, d'aller vers la nouveauté. Donc c'est juste le déplacement dans le champ de la création, dans un champ évidemment de besoins supérieurs, on va dire, hein, de besoins d'agrégation sociale, d'accomplissement, si on va chercher des qualités dans les aliments, qui font que comme ce que je mange, ça devient moi, je vais attribuer des qualités à ce que je mange. Et donc toutes les strates supérieures qui dépassent le simple fait que c'est des nutriments et que ça a bon goût, mais aussi que ça peut amener des valeurs, du plaisir esthétique, viennent s'installer dans ce paradoxe. Donc moi, je vous propose quelques petites, qui parfois se recoupent, quelques petites saillies, j'ai envie de dire, où on peut, bon, c'est juste pour parodier Diderot à l'origine, hein, paradoxe du comédien, dire que les paradoxes sur lesquels les cuisiniers ont à rencontrer la complexité de leur métier aujourd'hui, et le fait d'affronter cette nouvelle liberté qui est une source finalement de beaucoup de questionnements. Donc le premier, Eric l'a présenté, c'est le paradoxe entre le fait est-ce qu'on interprète ou est-ce qu'on compose, est-ce qu'on est dans cette logique de création. Derrière ça, il y a l'idée est-ce que je garde ce qui a toujours été, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis gardien de la tradition, est-ce que je la trahis pas, est-ce que finalement on n'est pas en train de faire disparaître un monde parce qu'on irait vers quelque chose qui est plus moderne. Donc ça touche tous les métiers, je pense, les vôtres comme les nôtres, et bien d'autres encore. Ça effraie toutes sortes de publics d'aller vers l'inconnu, à travers la science, etc. Mais ce qui touche l'humain, et ce que l'humain met en lui, à travers la cuisine, quel que soit le plaisir, l'esthétique de ce qu'il y a, doit affronter cette contrainte de est-ce que c'est traditionnel, donc est-ce que ça respecte bien ce que ça a été, au contraire, est-ce que ça va d'une modernité dont j'ai plus ou moins envie. Ensuite, il y a cette notion de est-ce que je le fais pour une personne ou est-ce que je le fais pour un collectif. Donc, quand on voit cette cocotte là qui est servie à l'assiette, et puis même on est en train de voir, hein, et Eric le confirmera, revenir par le domestique, par le besoin de partager ce qu'il a expliqué sur la Corée, c'est exactement ce qu'on est en train de ressentir aujourd'hui. C'est-à-dire que l'assiette c'est bien, mais finalement, si tout le monde a son truc, et ça devient éventuellement le plat que l'autre ne peut pas manger, avec toutes les contraintes que j'évoquais derrière les interdits, végétarisme, flexitarisme, véganisme, et autres, peur de ci, peur de ça, intolérance à ci, intolérance à ça. Il y a ce magnifique dessin il y a quelques années, je crois 2-3 ans, du New Yorker, de Last Thanksgiving, où des pauvres Américains qui essayent de manger le jour de Thanksgiving ensemble et qui n'y arrivent pas compte tenu de toutes ces contraintes. J'aurais dû le mettre. Donc, est-ce qu'on crée pour un individu ou est-ce qu'on crée pour un collectif avec différents, qui peut être des milliers de personnes d'ailleurs, ou une table, etc. Est-ce que dans ma poussée créative, je suis dans la réalisation de quelque chose, c'est-à-dire est-ce que c'est le faire qui m'intéresse, ou est-ce que c'est le discours que je suis en train de porter, la narration qui autour de ça. Il y a un équilibre qui est important à trouver, et il y en a qui sont à la limite ce que Eric appelait les restaurateurs avant, porter cette narration, puisqu'ils venaient expliquer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a vécu la disparition de ces restaurateurs, princes de leur maison, qui ont vu débouler, comme l'expliquait Eric à travers Bocuse, le cuisinier. Dans un premier temps, est venu à exister physiquement dans les salles, à manger le maître d'hôtel en quelque sorte, et puis s'est vu exposé à la médiatisation, et même a vu son cercle d'influence considérablement évoluer. Et ne parlons pas des 10 dernières années avec les différents rôles qu'on lui fait jouer dans les émissions culinaires, la pédagogie, etc. Simplement, les feux de la rampe. On oublie, mais Guérard, enfin moi j'ai connu Guérard par la cuisine, les surgelés Fanus, à l'époque. Donc il y avait cette phase aussi, on oublie aimablement, où la pédagogie venait aussi dans le champ domestique. C'est cette idée qu'on existe dans le dire, dans différentes sortes de narration. Est-ce qu'on est dans une valeur d'usage? Est-ce que manger c'est pour manger? Est-ce que dans quelque chose d'euroboratif qui nous nourrit, qui nous remplit? Ou est-ce qu'on est dans des épures totalement abstraites où en fait on n'a pas forcément faim quand on vient manger, mais on vient échanger quelque chose de purement symbolique. Dans le fait de s'asseoir, moi j'ai
deux, enfin, ils sont plus ados maintenant, ils sont dépassés, des grands enfants. Et dans les mêmes restaurants, y compris par exemple celui d'Eric, j'ai eu des réactions totalement opposées parce que quand on a 18 ans et qu'on est un garçon, on n'a pas du tout les mêmes choses de la valeur. Alors, c'est une petite anecdote et je m'excuserai de prendre sur un nom comme ça, mais je trouvais ça très intéressant que quand on est une jeune femme, où on est très content d'une assiette qui est peut-être plus figurative, je parle pas de tes plats, hein, qui est plus réduite. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes. Et donc, usage ou échange, c'est un équilibre à trouver. Donc, est-ce qu'on peut être dans le quotidien ou dans l'exceptionnel, ça, ou faire de l'exceptionnel dans le quotidien, c'est quelque chose qu'on doit affronter dans la création. Non, il faut quand même considérer qu'effectivement, en ce moment, on nage, nous, complètement dedans, avec des errements parfois. Et la querelle des anciens et des modernes a toujours existé. Et Paul Bocuse, il n'y a pas longtemps, s'est exprimé dessus parce que ça commençait à prendre une ampleur importante dans la cuisine. Il a dit de toute façon, il n'y a pas une cuisine classique et une cuisine moderne, il n'y a qu'une seule cuisine, la bonne. Alors, il a des phrases comme ça un peu à l'emporte-pièce qui sont assez, moi qui m'amuse beaucoup en tout cas. Oui, c'est des tautologies qui permettent d'interpréter beaucoup de choses. Mais oui, bien sûr. Ou alors, c'est au contraire, c'est très oriental et sans qu'il le sache lui-même à l'origine. Bon, exécution contre imagination, est-ce qu'on a envie finalement de performer? Parce qu'il y a encore des situations où on a envie d'aller dans la perfection d'un geste, d'une recette qu'on a gardée, qu'on a chérée. Ou alors d'abord de privilégier l'imagination, de renouveler tout le temps, etc., ce qui pose beaucoup de problèmes. Voilà. Voilà, il y a le cuisinier, il y a à l'intérieur de l'homme, du cuisinier, différentes possibilités de personnalité, différents dosages. Il y en a qui ont besoin de changer tout le temps, d'être constamment dans cette imagination, d'autres qui après, beaucoup d'attention à cette performance du geste, malgré tout, même dans le champ de liberté qu'on a aujourd'hui. Après, on peut avoir envie de codifier le nouveau, au contraire, d'être complètement dans la transgression, c'est-à-dire amener des choses nouvelles. Moi j'attends avec beaucoup d'intérêt le premier restaurant gastronomique d'insectes, sachant qu'on a 2 milliards d'humains qui mangent des insectes, des gastronomies d'insectes dans certains pays, comme au Mexique, etc., dans la gastronomie, et beaucoup de freins ici, alors que, comme je dis souvent, entre une crevette et un grillon, il y a l'écart d'une culture. Donc, celui qui arrivera par mettre en scène sa transgression par la narration à l'amener, il résoudra ce paradoxe-là. Bon, le spontané ou le conceptuel, le fait d'être dans l'immédiateté ou dans la récurrence, j'accélère un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à raconter, et je vais repasser la parole à Eric. Le fait d'être plus dans la surprise, parce que ça a été beaucoup, Eric va parler de tout ce qui est moléculaire, techno-émotionnel, etc. Là, on est plus dans qu'est-ce qui va se passer au moment où ça arrive. C'est pas sous la cloche, il y a des cloches, mais le but final, c'est de surprendre, ou au contraire, est-ce qu'on se dit, bon, bah, c'est bien de toujours faire quelque chose de différent et on est étonné, mais on voudrait comprendre. Donc, quelle est la part de lisibilité de ce que je propose? Est-ce que les gens vont pouvoir se repérer, hein? Et donc, vous voyez le lien avec le paradoxe initial que j'expliquais. Et donc, est-ce que je suis pour assurer la lisibilité, de répéter, quitte à répéter à la marge, de faire des petites évolutions progressives, ou être dans la performance uniquement. Voilà, et on arrive au chef aujourd'hui qui essaie de résoudre tous ces paradoxes. Donc, la deuxième génération, les années 80 à 2000, Joël Robuchon, perfectionnisme, on en parlait, c'est-à-dire le geste culinaire, héritier d'une tradition de compagnon du Tour de France, la qualité du geste prime sur le résultat. Ça doit être très très bon, et ça l'est souvent, voire ça l'est tout le temps, mais la qualité du geste a énormément d'importance. Jacques Maximin, que certains d'entre vous connaissent, lui, il a commencé à créer des concepts, donc ça c'était vraiment intéressant. Michel Bras, naturaliste, Michel Bras installé sur les plateaux de l'Aubrac, travaille avec la nature, environnement, et va créer un certain nombre de plats qui vont raconter cette nature, qui vont raconter sa sensibilité à travers la nature qui l'entoure. Alain Ducasse, homme de génie en termes de business, c'est vraiment l'archétype du businessman chef, et c'est un vrai talent, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui peut s'improviser, ça a été un travail très très long, et il a vogué lui sur la vogue du méditerranéisme. Alors c'est pas très beau comme terme. En gros, aujourd'hui on consomme de l'huile d'olive de Dunkerque à Marseille, alors qu'autrefois la France était vraiment coupée en deux. On avait la France du beurre et la France de l'huile d'olive. Là aujourd'hui tout le monde y va de son trait d'huile d'olive, voire parfois en nous racontant que c'est quand même beaucoup moins gras que la crème par exemple.
Ce qu'évoque Eric là, c'est la volonté aussi d'installer un style et une signature, ce qui est le prolongement de la signature qu'on peut faire dans une assiette, mais au-delà de chaque assiette, d'avoir quelque chose qui traverse le cuisinier. Absolument, tout ça ce sont des choses qu'ils ont, alors ils le formalisent peut-être pas comme ça, en tout cas c'est comme ça qu'on peut les lire nous. Et Pierre Gagnère, qui très, moi, j'ai la chance d'avoir travaillé avec lui, il est très reconnu ces 2 dernières années, là, depuis 2-3 ans on commence à en parler beaucoup, mais jusque-là il était quand même extrêmement décrié, et c'est pour moi le génie culinaire, c'est Pierrot lunaire, on a l'impression qu'il est tombé de la lune, il fait des assiettes incroyables. Tout à fait en haut à gauche, vous avez le gargouillou de légumes de Michel Bras, qui s'inscrit dans une cuisine d'environnement, ça paraît extrêmement fouillé, mais c'est très orchestré, hein, très architecturé. C'est tous les légumes alors là c'est l'été, il fait un gargouillou par saison. Donc c'est cette notion aussi de saison qui rentre dans la cuisine du naturalisme. Après à côté vous avez Alain Ducasse, avec la cuisine de Méditerranée. Les autres assiettes, alors là je sais pas bien. Là vous avez encore Michel Bras en bas, avec le petit carreau d'anneau de lait d'Aléton, voilà. Et puis là, je crois que c'est un chef qui se trouve à Vichy, qui se trouve ici. C'est Décoré qui se trouve là, sur la droite. Voilà. Donc on n'est plus du tout, on parle bien de la même chose, hein. On parle bien du restaurant, on parle bien de manger, on parle bien de gastronomie, mais vous vous rendez compte qu'entre les canards de la Tour d'Argent et ça, on a fait quand même un certain chemin. 1994, je mets des dates, hein, c'est un an près, 6 mois près. La cuisine s'intéresse à la science et on a l'arrivée d'une météorite qui s'appelle Ferran Adrià. D'un seul coup, en Espagne, dans un endroit absolument impossible d'accès. En Catalogne, s'il te plaît. Pardon, en Catalogne, mais dans un endroit absolument impossible d'accès. Un chef fait courir le monde entier et remplit son carnet d'adresses 1 an à l'avance. Sa saison dure 6 mois, je crois, et pendant 6 mois, il va régaler les gourmets qui arrivent du monde entier. Tout le monde en parle, impossible d'avoir une table. Et on parle de la cuisine techno-émotionnelle. Alors il va s'appuyer sur un certain nombre de connaissances scientifiques pour lancer une cuisine d'émotion. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On ne sait pas trop quoi, mais quand les assiettes arrivent, en général, c'est tellement bluffant que tout le monde se laisse prendre au jeu, et même si longtemps après les gens vous diront que finalement c'était pas aussi bon que ça, en tout cas sur le coup, il y a vraiment un principe d'émotion. Cuisine moléculaire, Hervé Tiss, physicien, chimiste à l'INRA, qui commence le premier à dire mais en fait, la cuisine, elle est moléculaire de nature. Une mayonnaise, c'est une émulsion. Comment ça marche? Une meringue, c'est une mousse. Comment ça marche? Une cuisson de légumes, c'est une transformation. Une sauce béchamel, c'est gélatinisation des protéines, etc. Un gel colloïdal. Et il commence à mettre des mots, et on commence à décrypter un peu mieux, à pousser un petit peu mieux toutes ces expériences, de façon à ce que les cuisiniers comprennent. Jusque-là, on avait une méthode très empirique. Et là, d'un seul coup, on commence à avoir des faits scientifiques sur nos pratiques. Ça, c'est très intéressant. 2002, El Bulli classé premier au classement mondial de Restaurant Magazine. Là, d'un seul coup, les Français, ils tombent de leur chaise. Ils disent, mais comment ça, un Espagnol qui fait une cuisine qu'on ne comprend pas est considéré comme le meilleur restaurant du monde? Grosse claque. Et là, la cuisine fait son show. L'histoire qu'on raconte devient quasiment aussi importante que ce qu'on délivre en termes purement gastronomiques. Donc on commence à s'entourer de storytellers, on commence à s'entourer de gens qui vont nous aider à raconter l'histoire autour de notre création. Et on voit débouler des RP, on voit commencer à s'entourer d'assistants, d'assistantes. Et pour avoir un chef, il faut passer un barrage d'assistants. Chacun a ses communicants avec soi. Et parallèlement, les chefs collaborent avec des scientifiques, on l'a dit, des designers. On va passer on reviendra tout à l'heure sur la notion de design. Voilà Ferran Adrià, un petit portrait de Ferran Adrià. Alors c'est intéressant parce qu'il expérimente sans arrêt, et surtout, quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'avec l'arrivée de la nouvelle cuisine, on avait un peu perdu l'habitude d'écrire les choses. Et Ferran Adrià, de façon systématique, écrit toutes ses recettes, toutes ses recherches, et publie des énormes volumes. Et d'un seul coup, on se dit, on parlait de création tout à l'heure, c'est finalement celui qui écrit, qui est considéré comme le père de la recette, même si c'est quelque chose qui est dans l'air. Ce qu'il a compris, qui n'a pas été bien relayé, je pense, c'est que la cuisine, c'est une combinatoire. C'est-à-dire qu'on combine des éléments, des gestes, etc. Et en fait, avant, le trésor d'un cuisinier, c'était une recette qui était sur un parchemin qu'il avait eu de son grand-père, de son aïeul, qui est gardé. Des fois, on ne la donnait pas au second. Mais là, c'est l'inverse. C'est-à-dire comme dit Eric, on fait un volume complet à partir de variations, d'essais,
Donc un peu comme, c'est pour ça que quelque part les scientifiques se sont bien entendus avec les cuisiniers à ce stade-là, parce qu'il y a cette volonté de se comprendre réciproquement, d'essayer de décliner, de voir si on essaye, qu'est-ce que ça donne avec différentes techniques. Et donc du coup, une recette, c'est une arborescence qui produit plein de variations possibles. Effectivement, et si vous ouvrez les livres de Ferran Adrià, il répertorie ses recettes sous forme d'arborescence, il fait des essais avec des voix, et quand ça s'arrête, bah, ça s'arrête, et puis sinon il décline avec une nouvelle, à chaque fois une nouvelle arborescence. Et puis c'est un monsieur surtout qui est extrêmement doué pour la parole, qui a un charisme fou. Il n'était pas cuisinier à l'origine, hein, je pense qu'il faisait, et puis il a commencé à être plongeur, et puis de la vaisselle il est passé à la cuisine, etc. Et je l'ai vu en conférence faire 3h30 sur un verre d'eau. Juste, il avait un verre d'eau à la main, et pendant 3h30, il a parlé de verre d'eau et de cuisine. Et c'était assez bluffant. Et c'est un personnage qui est quand même vraiment, vraiment incroyable. Son restaurant, il a arrêté son restaurant, il est arrivé au bout de ce qu'il avait envie de faire en cuisine techno-émotionnelle. Alors on confond souvent cuisine moléculaire, cuisine techno-émotionnelle. Cuisine moléculaire, toute cuisine est moléculaire par essence. Cuisine techno-émotionnelle, il s'appuyait sur un certain nombre d'additifs alimentaires, de tours de main d'industriels. Hervé Thys, voilà, membre de l'INRA, gastronomie moléculaire, et il travaille beaucoup avec le chef Pierre Gagnère. Les règles de la cuisine moléculaire, donc conjonction de l'art culinaire gastronomie, et l'étude des composants et des réactions chimiques. Ce qu'il y a comme confusion derrière ça, c'est que dans le monde où on vit, moléculaire, alors que ça fait peur. C'est-à-dire que si on dit chlorure de sodium, ça veut dire sel, bah, c'est pas le même effet dans notre cerveau. Donc dès qu'on a utilisé ce mot, on a perdu de vue. Ce qui était intéressant dans la démarche, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes, de mettre un petit peu de connaissances scientifiques derrière les mécanismes qu'il y avait derrière, et d'entrer en dialogue avec le cuisinier. C'est-à-dire de ne pas en faire un truc qui serait abscon et réservé qu'à... Voilà. Et c'est là où c'est aussi des voies de créativité. Et là où ça a dérivé, c'est que il y a des géotrouve-tout qui en ont fait des kits, parce que Ferran Adrià faisait la sphérification, c'est-à-dire liquide emprisonné dans une enveloppe solide, avec de l'azote liquide. On en est venu à s'amuser chez soi ou dans des restaurants qui ne maîtrisaient pas forcément bien les techniques et les ingrédients. Et on a un peu perverti la nature initiale qu'évoquait Eric au départ. Donc les plats typiques de la cuisine moléculaire, effectivement la partie sphérification, en utilisant des alginates qu'on vient coaguler dans un bain de calcium. Là, tous les plats sont des plats de Ferran Adrià. Et vous avez un travail sur les airs. Alors c'est marrant cette idée. Alors les airs, c'est cette espèce de mousse là. Ils faisaient des airs de tout. Hein. Ils faisaient des airs de café, ils faisaient des airs de sublimation, de jus, de je sais pas quoi. Et c'est marrant de voir que cette cuisine est en train de se vaporiser, c'est-à-dire de quelque chose de très très concret. On est passé dans quelque chose qui devient très évanescent. On commence à perdre un peu la racine de la cuisine. Là, ce sont des raviolis mous. Effectivement, vous avez une enveloppe qui est dure et le liquide est à l'intérieur. Et quand vous croquez, ben ça gicle dans la bouche. Et c'est vrai que c'est assez perturbant. Même si on commence à être un peu habitué à voir ça, à l'époque, quand c'est arrivé sur la table, c'était un peu la révolution. Notre représentant à nous de la cuisine moléculaire, notre ami Thierry Marx, bon, qui a plein de casquettes, alors je l'ai mis là, mais il faudrait parler de son travail aussi énorme sur l'environnement, sur la formation. Hein, je pense que c'est un homme assez formidable. 2004, on avance. Le slow food, le design culinaire, la cuisine spa. Slow food, vous savez tous peut-être ce que c'est. Hein, en réaction aux produits de l'agroalimentaire. Un journaliste italien se dit, mais en Italie, on a des produits extraordinaires et on est en train de se faire bouffer par l'agroalimentaire. Et c'est pas normal que les gens qui, dans leur terroir, font au quotidien un travail incroyable pour maintenir une qualité alimentaire, ne soient pas plus mis en valeur et pas plus représentés, en tout cas, n'intéressent personne. Et il s'est battu, c'est Carlo Pietrini, et il s'est battu pour valoriser les produits de terroir italiens au départ. Et ça a tellement plu que finalement, ça s'est éparpillé et qu'aujourd'hui, on trouve des mouvements, des racines du slow food à peu près partout dans le monde. Donc ça permet une reconnaissance des produits du terroir. Ce qu'on appelait la cuisine éco-régionale, c'était une réaction un petit peu à cette cuisine moléculaire, d'un certain côté. Et puis c'est une réaction aussi à ce qu'on vit en France, parce qu'on parlait des paradoxes tout à l'heure. Il faut savoir qu'en France, on a une des industries agroalimentaires les plus puissantes du monde. C'est pour ça que tous les chefs, on se sent toujours un petit peu gênés, parce qu'à un moment donné, on se fait prendre avec les doigts dans le pot de confiture. On travaille tous pour des filiales à l'agroalimentaire, à faire des produits plus ou moins sympathiques, et parce qu'ils ont besoin de caution, donc ils viennent nous chercher, ils ont des sous, et voilà, et ça fait un cercle vicieux qui n'est pas des meilleurs. En l'occurrence, Slow Food, c'est opposé à ça. Le produit brut, le lard de Colonnata, donc des poitrines de lard, qui sont mis dans des cuves en marbre de Carrare, avec des aromates. On met des plaques de marbre de Carrare dessus et on les laisse maturer pendant 1 an dans des carrières.
donc c'est un produit qui est exceptionnel. La betterave, l'arrivée de la betterave, jusque-là la betterave c'était quand même pas un produit super considéré. Aujourd'hui, qui n'a pas sa betterave à la carte, voire en dessert parfois. 2010, les petits-fils de notre ami Michel Bras, ceux qu'on appelait la cuisine super nature, avec Noma en tête, alors pareil, toujours très fort en storytelling. Et puis notre ami de Faviken, Faviken c'est en Suède, Magnus Larsen que vous voyez avec la tête de viking là. Et alors lui, c'est un homme extraordinaire, d'une gentillesse incroyable. Il ne fait à manger des produits que ce qu'il cueille dans un rayon de 50 km autour de son restaurant. Voilà. Il a la chance d'avoir... il a la Norvège juste à côté, donc il traverse pour aller en Norvège chercher son poisson. Il n'utilise pas de poivre, et il n'utilise pas d'épices, il ne prend que dans la nature l'été, des baies, des écorces qu'il pile, et il assaisonne avec ça. Il travaille énormément sur la conservation aussi, parce que 6 mois de l'année en Suède, il n'y a rien. Donc c'est assez intéressant, c'est la cuisine super nature. Là, René Redzepi, au Danemark, on en entend beaucoup parler, c'est le chantre de la cuisine super nature. Et puis le nôtre à nous, qui est un type aussi incroyable, vraiment formidable, qui s'appelle Alexandre Gauthier, qui est la grenouillère, quand vous allez dans le Nord. Et lui, il a une démarche qui est très très intéressante, une démarche créative qui est très intéressante, parce que justement, il relie le terroir, il relie les produits qui l'entourent dans une démarche graphique et gustative, et il s'est créé cette espèce de lieu qui est sa bulle, dans lequel il évolue. Il a travaillé avec des architectes, il a travaillé avec des designers, pour créer ce lieu à sa dimension. Et il vient d'avoir deux macarons Michelin cette année. Oui, l'importance de l'empreinte que le créateur, le chef, va mettre dans tout ce qu'il fait, pas simplement dans ses recettes, dans son plat, mais on est dans un concept global. Un concept homogène, ça veut dire que le chef, on le déplace avec son environnement, et si on veut le connaître, si on veut le sentir, il faut aller le voir chez lui. Et c'est très difficile, si on ne tente pas cette expérience, d'essayer de comprendre la cuisine. Parce que là, ce ne sont que des photos, mais il faut vraiment aller manger, puisqu'il y a une dimension qui est celle du goût, qu'on ne pourra pas vous transcrire ici. Voilà les assiettes, en l'occurrence, voilà, la nature est extrêmement présente, omniprésente. Les graphismes c'est très épuré, c'est à la fois chargé, mais très épuré, c'est très net. On n'a plus de sauce, fini, la sauce au placard. On travaille sur des condiments, on travaille sur des herbes, on travaille sur des mélanges de sel. Hein, on va piler des sels, on va mélanger des choses comme ça, mais c'est pas une cuisine qui se répand, hein, c'est une cuisine qui est assez sèche. Hein. L'ère de la communication, le fooding, omnivore, les foodistas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les recettes elles traversent la planète à la vitesse de nos téléphones. Si là je me mets sur Instagram, je vais avoir dans la minute ce qui peut être servi, ce qui sera servi ce soir à Tokyo, hier soir à Tokyo et ce soir à New York. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est plus propriétaire de rien. On poste tous en permanence nos images, nos recettes, et tout ça, ça fait le tour de la planète. Donc on a ce qu'on appelle les foodistas, c'est-à-dire des gens qui prennent l'avion pour faire 600-700 km pour aller manger à un endroit, voire 8000 km pour aller manger à Tokyo parce qu'ils ont appris qu'il y avait un restaurant incroyable, etc. etc. Donc c'est devenu la food culture, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont extrêmement pointus, très modernes, très contemporains, et qui se baladent à travers le monde pour manger. Et c'est plus une culture française, c'est une culture planétaire, et ça pour nous, ça a changé énormément de choses. On a été, je pense, la France a été instigatrice de cette nouvelle cuisine. Elle en est aujourd'hui totalement dépossédée. Pour voyager pas mal en Asie, en Australie, en Chine également, on a d'excellents cuisiniers maintenant partout. Alors ils sont venus beaucoup faire leur classe en France, pour une raison, c'est que nous avons les meilleures écoles du monde. Mais non, parce qu'en fait la cuisine française est une grammaire. La cuisine française, par Escoffier, a codifié les techniques, a inscrit les tours de main, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple dans les cuisines comme les cuisines asiatiques. Si vous voulez apprendre dans une cuisine japonaise, vous commencez en 3 ans par faire la vaisselle, l'année 4e année vous commencez à aiguiser les couteaux du chef, la 5e année on vous donne l'autorisation de cuire du riz, pour le personnel, mais pas pour les clients. La 6e année, vous commencez, etc., etc. Et on n'apprend pas du tout de la même façon, on apprend par le regard, il n'y a pas de transmission. La cuisine française a été une des premières à ouvrir grand ses portes. On a beaucoup de stagiaires qui sont venus chez nous, les gens tournent énormément, il y a cette notion de faire son petit tour. Alors avant c'était le Tour de France, maintenant c'est le Tour du monde. On vient, moi j'ai des chefs qui viennent pendant 1 an, puis qui partent, qui vont à Rio, puis qui partent aux États-Unis, etc., etc. Donc la cuisine française, c'est pour ça que beaucoup de chefs du monde entier sont passés et continuent à passer chez nous. C'est la qualité de notre apprentissage, l'ouverture qu'on ne cache rien quasiment chez nous.
On donne tout, parce que c'est vrai que pendant longtemps on s'est posé la question, faut-il protéger les recettes? Les recettes, si ce sont des créations, faut-il protéger les recettes? Faut-il mettre des copyrights sur les recettes? On a beaucoup réfléchi et finalement on s'aperçoit que ça nous a sauvés de ne pas protéger les recettes parce que ça les fait tourner. Et quand on travaille avec des gens comme Pierre Gagnard, ils nous disent toujours, moi rien ne m'appartient. Je m'inspire, je prends une recette, je la pousse un peu plus loin et puis quand elle m'intéresse plus, je la laisse. Quelqu'un d'autre viendra derrière, la prendra et l'emmènera un petit peu plus loin. Et c'est parce qu'on n'a pas protégé nos recettes, c'est parce qu'on a ouvert tout ça, qu'aujourd'hui on est extrêmement riche et que la cuisine est devenue ce qu'elle est et qu'elle tourne. Et ce qui n'est pas forcément le cas de la cuisine chinoise. Je suis un passionné de cuisine chinoise et si vous voulez apprendre correctement la cuisine chinoise, il faut trouver un maître. Sinon, personne, nulle part, ne vous montrera quoi que ce soit. Ce qui est important dans ce que dit Eric, c'est que si on prend la cuisine à l'origine, on fait des objets en fait. On fait une recette, un plat qui va se renouveler. Or là, ce qui montre bien, c'est qu'on crée un environnement, en fait un événement. C'est ce qui va être intéressant, ce qui va faire la différence, c'est ce qui va se passer quand on va être à cette table, à ce moment-là, et la possibilité qu'il se passe quelque chose de différent d'ailleurs. Donc l'attention portée à comment cet événement culinaire il va être reçu, exister, quels que soient les moyens technologiques, ou le bouche à oreille ou autre, et qui va réellement avoir une réponse à la promesse qui est faite une fois qu'on va la vivre. C'est ça qui fait la cuisine, et avec l'importance qui est une empreinte de goût au final qui vient de se faire au moment où on est là. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut toujours en parler, on peut toujours vous montrer des photos, mais tant que vous ne vivez pas l'instant, on ne peut pas considérer que vous avez mangé en fait, cette cuisine. Après c'est quoi? Après c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la cuisine business. Comment on prend un chef et comment on le transforme en marque de luxe. En l'occurrence Pierre Hermé, que vous voyez là, qui le premier a travaillé avec un designer qui s'appelle Yann Pénance, et ils ont créé un gâteau qui s'appelle la cerise sur le gâteau, que vous avez là-bas. Et c'est une démarche très singulière, parce que un chef associé avec un designer, c'est très très nouveau. Alors là, maintenant, c'est une dizaine d'années, hein, mais à l'époque, c'était très très nouveau. Et puis, vous avez son gâteau au-dessus, c'est macarons avec framboise et litchi et rose, Ispahan, et toute l'histoire d'Ispahan. Et vous avez deux personnages, en fait. Vous avez Pierre Hermé, qui est, voilà, Dr Jekyll, c'est ça, et Mr Hyde, qui est Monsieur Snati, qui est en fait le monsieur qui a créé Pierre Hermé. Pierre Hermé est un homme génial, un sublime pâtissier, mais il y en a beaucoup en France, en l'occurrence. Mais Monsieur Snati a créé la marque Pierre Hermé. Et c'est ce binôme, en fait, qui fait que tout le monde, aujourd'hui, parle de Pierre Hermé. Pierre Hermé tout seul ne serait qu'un pâtissier parmi tant d'autres. Peut-être le fait d'être bicéphale comme ça résout pas mal de paradoxes qu'on évoquait, parce qu'on a peut-être plus de liberté soi-même pour se situer dans sa création, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, le chef est complètement libéré de toute la partie gestion, business, communication, et il lui reste la partie création. Et donc, c'est toujours intéressant quand on a un grand chef comme ça, de ceux qui sont à l'heure actuelle, c'est de savoir qui il y a derrière. Noma, tout à l'heure, a aussi son Mr Hyde, qui est un monsieur qui fait que du marketing, et qui a créé la marque Noma. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme, mais c'est 700 employés. L'introduction, c'est de dire on va aussi présenter un univers, l'univers d'Eric, qui lui a la démarche singulière d'essayer à travers tout ce qu'il a vu, l'enseignement, d'avoir eu la possibilité de créer son univers depuis quelques années. Et ce que je voulais introduire, c'est la façon dont il a terminé l'intervention, c'est montrer son cheminement en fait, et ce qui le touche, et les émotions finalement qu'il a absorbées pour pouvoir les restituer dans tout ce qu'il fait. Donc là, un travail avec un graphiste sur le logo, donc un gros travail avec un graphiste professionnel, hein, bien sûr. Ensuite, on a créé un environnement, donc comment ce logo on le décline en objet, etc., pour en faire un univers homogène. Et puis après... Vous ne pouvez pas vous contenter d'une ancienne lumineuse. Voilà, aujourd'hui, il faut s'inscrire dans un univers total, en fait. Et c'est ça qui est assez difficile pour les chefs, parce qu'on a un métier dans lequel on travaille 60 heures par semaine. Et donc, arriver à s'extraire pour réfléchir à ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et aujourd'hui, on a des équipes. Moi, j'ai 4 personnes avec moi en permanence. Voilà, et on a besoin de travailler en team créatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef tout seul, c'est difficile. C'est difficile. Voilà les univers dans lesquels... Alors 180 parce que je me suis associé avec des copains pour créer cette revue. Parce qu'on trouvait que sur le marché, il n'y avait rien qui correspondait. C'était l'occasion de voir. Et voilà, c'est quoi ces univers. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est un univers bien plus vaste. On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu court pour tenir, et on aurait pu parler pendant encore assez longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est de passer le micro à la salle. Est-ce que vous avez des questions ?
Bonsoir, un grand merci encore, ça donne faim. J'avais une question dans notre domaine, dans la joaillerie, qui est un domaine d'extra-luxe. L'évolution des technologies nous a mené à une modification du métier, c'est-à-dire qu'on nous apprend beaucoup à l'école, ce qui est bien, les bases, je dirais à l'ancienne, fait main. Et maintenant, on a la CAO qui prend beaucoup de place, la création par ordinateur, les impressions 3D qui prend une grande partie de la production. Je voulais savoir, est-ce que dans le monde de la cuisine, haute gastronomie, vous avez aussi cette évolution qui, pour certains, pourrait faire perdre un peu le côté artisanal, ancien, de la cuisine française de base. Et maintenant, vous parliez de la cuisine internationale. Alors oui, effectivement, on a aussi les mêmes problématiques. Alors elles ne sont pas placées de la même façon, mais on va tenir compte d'une clientèle internationale. On va tenir compte des outils qui sont les nôtres aujourd'hui, le sous-vide, la cuisson sous-vide, la cuisson basse température, la cuisson sur l'induction. On va cuire aussi dans des fours qui ne sont plus du tout ceux d'autrefois. Les technologies ont considérablement influencé notre façon de travailler. Il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé qui a énormément influencé notre façon de travailler, c'est qu'aujourd'hui les cuisines n'ont pas de mur, n'ont plus de mur. On a une visibilité directe sur la cuisine. Si vous venez chez nous, par exemple, à Sémilla, la cuisine est dans la salle. Et ça, mine de rien, alors c'est pas une évolution technologique, mais c'est une évolution sociétale. Ça veut dire qu'on veut savoir ce qui se passe dans le processus créatif, on veut voir les gens travailler. C'est un petit peu comme si vous travailliez, vous, avec une caméra en permanence au-dessus de vous, et avec les gens qui vous regardent faire votre objet. Voilà. Donc, la modernité nous frappe aussi, mais pas de la même façon que vous. Alors, même si l'ordinateur est très présent chez nous, on n'a pas d'imprimante 3D pour les gâteaux, mais on peut y penser, hein, c'est quelque chose qui peut nous arriver. En tout cas, il y a des choses qui nous frappent, c'est l'ouverture, le travail à l'horizontale avec, notamment on a travaillé avec des parfumeurs, le travail avec des designers, ça c'est la vraie modernité. La technologie qui vient, c'est une technologie basée principalement sur l'électricité. On a de moins en moins de gaz. On a des techniques de cuisson qui sont de plus en plus performantes. On en teste tous les jours. Et ça influence. Et les matériaux aussi influencent énormément. J'en parlais tout à l'heure. On ne travaille plus sur du cuivre. On travaille sur des matériaux composites. On travaille sur du silicone. On travaille avec voilà, d'autres techniques complètement. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir en quelques années comment notre métier a basculé. Je pense que, un complément de réponse, c'est que c'est par rapport à ce que dit Eric, tout devient potentiellement visible. Donc cette notion de transparence de la cuisine fait que va se poser la question de la place et de la visibilité de cette technologie. Donc elle peut être très sympa quand c'est Ferran Adria qui fait des trucs show-off devant le client. Elle peut être inquiétante parce que de toute manière, science et technologie, comment dire, je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent associé à la cuisine, il y a un problème, quoi. Parce qu'on vient imaginer industrie, choses louches, etc. Bon, la technologie, elle peut elle ramener des services, elle libère l'homme d'un certain nombre de contraintes. Hein, et je prends la boulangerie par exemple, les gens ils vont rêver encore de ce que j'appelle le goût de la sueur, c'est-à-dire qu'il y a Rému là, qui est en train de faire son pétrin. On a quand même le droit d'utiliser des pétrins mécaniques, etc. Et donc la brasserie, c'est de la technologie. La panification, c'est de la technologie, sauf qu'elle a 150 ans. La vinification, c'est de la technologie. La question, c'est à quel moment de l'histoire la technologie est acceptable, la familiarité, l'acceptabilité qu'on a su construire, sachant que, comme disait Eric, elle est visible, cette technologie, elle est parfois demandée pour des raisons d'expérience, et elle apporte des solutions. C'est-à-dire qu'on va devoir manger des choses qu'on ne mange pas forcément aujourd'hui, vu qu'on est de plus en plus nombreux. La technologie amène des solutions. La question qui est posée, c'est la sincérité avec laquelle on fait ça, l'explication qu'on donne. Donc la narration, ça ne va pas être que pour séduire, ça doit être aussi pour expliquer que ce n'est pas forcément dangereux, pourquoi on le fait comme ça. Et puis il y aura toujours les gens qui diront moi je préfère aller manger ce qui sort de mon jardin, que je vois sortir de mon jardin, et aller manger chez nos parents. Après, on a beaucoup réfléchi à l'école, et puis bon, j'ai la chance aussi de travailler, je suis flying chef pour Hermès, c'est-à-dire je travaille avec la maison Hermès et je me déplace à travers le monde pour faire des repas pour eux. Et je travaille beaucoup avec les créatifs d'Hermès. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans l'ultra-luxe, qu'est-ce qu'on achète? On achète le temps. En fait. On achète le temps de l'artisan. Et ça ne changera pas. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous, quand ils mangent dans un 3 étoiles Michelin, moi, je n'ai pas 3 étoiles, mais quand on mange dans un 3 étoiles Michelin, on vient acheter le temps
additionné de toutes les personnes qui ont préparé ce repas. Et il en faut du temps, il en faut. Et quand on vient acheter un sac Hermès, on vient acheter le temps de l'artisan, le nombre d'heures qu'a passé l'artisan à réaliser ça. Et je pense que la vraie valeur du luxe aujourd'hui, c'est le temps. Et c'est ça qu'on achète ou qu'on vend en fonction de l'endroit où on se place. En tout cas, en restauration, je m'aperçois, chez moi, je fais absolument tout frais. Je découpe mes poissons, tout arrive brut, et tout est traité au restaurant, on fait notre pain également. Ça nous prend un temps infini. Ça nous prend énormément de temps. Et si l'industrialisation arrive, elle raccourcit le temps. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle compresse ce temps. Mais je ne peux pas le vendre comme du luxe. Ou alors c'est un faux luxe. Le vrai luxe, c'est le temps que j'ai passé à faire l'objet, à faire la chose, en tout cas à cuisiner. Le temps humain. Le temps humain, hein, le temps humain. On va appeler l'amour ou... Oui, on peut lui donner plein de noms, mais en tout cas c'est l'addition de... j'ai 15 personnes en cuisine, c'est l'addition de mes 15 artisans pour préparer le repas. Moi, je raconte toujours cette histoire sur... ça répond à votre souci sur la technologie. Quand elle arrive sur les produits de base, que sont le sel, c'est une interprétation que j'ai eue il y a quelques années, le sel, le sucre, la farine pour le pain. Tant que l'homme s'occupait du raffinage, pour le pain blanc par exemple était très à la mode, c'était ce qu'on avait à la table des gens fortunés. À partir du moment où ces gestes ont été remplacés par des gestes mécaniques, tous ces produits ont perdu de leur valeur. C'est-à-dire le sucre blanc, c'est devenu caca, la farine blanche, c'est surpétri, etc. Vous voyez, et vous regardez. Et puis en fait, ce qu'on nous intéresse, c'est du sel de Guérande, parce qu'il y a des extraits minéraux dedans. Vous voyez, donc je me suis posé la question pourquoi il y a eu cet intérêt nouveau pour les pains bis, Et en fait, la réponse est dans la suggestion, enfin, ce qu'expliquait Eric, c'est-à-dire que c'est l'intervention humaine. On a envie, effectivement, pour donner valeur aux choses, qu'il y ait une humanité qui nous soit fournie, donnée, livrée généreusement ou de façon mercantile, et qui vient nous réassurer et créer un lien avec nous à travers ce qu'on mange, et puis ce que j'évoquais, les raisons que ce qu'on mange, on mange pas seulement les nutriments. Pour le coup, c'est vraiment le principe du luxe, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dès que c'est industrialisé, ça coûte beaucoup moins cher et on ne considère pas ça comme du luxe. Enfin, c'est du faux luxe en tout cas. Oui, avec les impacts qu'on a, c'est que si un cuisinier peut faire devant vous, ça a plus de valeur que si c'est opaque, ailleurs, ou potentiellement fait. Il y a une deuxième dimension dont on a souvent peur derrière la technologie, c'est ce que j'appelle l'effet multitude. C'est très drôle quand il y a eu tous ces... On a fait à Ferrandi des débats de duo chercheurs-cuisiniers, on avait fait sur la filière poisson, et on voit tous ces documentaires qui attaquent beaucoup les poissons norvégiens qui sont descendus par le saumon notamment, essentiellement en élevage. En fait, c'est pas de l'élevage dont on a peur, c'est l'effet grouillant de ces choses, c'est qu'on perd le contrôle des choses, il y a un aspect microbien si vous voulez, et je pense que ça impacte beaucoup les esprits. Et derrière cette technologie, on ferait de façon clonaire, n'importe le mot, excusez-moi, en clone les produits, on n'a pas envie de ça, on a envie, et dans le basculement qu'a démontré Eric, avec la nouvelle cuisine, c'est pas simplement la nouvelle cuisine, c'est qu'à un moment donné, on est passé d'un geste qui était anonyme finalement, parce que c'était une recette, peut-être elle était un peu bien faite, à quelque chose qui est de soi à soi. C'est-à-dire que c'est ce cuisinier qui vient faire ce plat pour vous, et on a poussé à l'extrême cette idée-là. Vous rentrez dans une relation d'amour interpersonnelle où, même s'il y a de la technologie, il peut y en avoir, parce que si elle est faite avec sincérité et pour faire un geste culinaire, elle sera acceptable. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonsoir. Je sais pas comment marche là. Si, ça marche, il faut juste l'approcher. D'accord. J'avais une question par rapport à votre culture internationale. Est-ce que vous adaptez, vous, votre gastronomie, par exemple en Asie, puisque ça ne peut pas du tout être la même chose, étant donné que c'est un public qui a un rapport à l'alimentation complètement différente. Est-ce que vous adaptez votre... Ça, c'est vraiment une très très bonne question, parce que c'est une question que je me pose tous les jours. En plein paradoxe. Non, je n'adapte pas ma cuisine française, je la vends comme telle. En revanche, je m'adapte aux coutumes et aux us du pays dans lequel je suis. Donc, des plats, je vais plutôt proposer des plats collectifs
à Séoul que des plats à l'assiette, parce que je sais que ça va plus les intéresser. En revanche, je tiens absolument à conserver cette francitude, je sais pas, en tout cas ce Made in France, même si ce sont des produits locaux. Le marché coréen est très difficile dans l'approvisionnement, les produits sont vraiment pas très bonne qualité, on ne peut pas faire venir de produits d'étrangers, donc je suis obligé de travailler avec ce que j'ai en local. Mais le tour de main, c'est un tour de main résolument français, parce que sinon je suis noyé dans un espèce de conglomérat de choses où je suis plus identifiable en fait. Alors c'est dur, ça a été dur, le restaurant ça a été difficile au début. Aujourd'hui, j'ai le fruit de mon travail, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous en venant chercher un petit morceau de France. Alors pas le petit morceau de France un petit peu bêta qui trouve voilà, Paris, la baguette, etc. C'est pas du tout ce qu'on vend. On vend une France moderne en fait. Et ça c'est intéressant. Et au Japon, il y a quelques années, les cuisiniers français étaient très très en vogue au Japon. Ils ne le sont plus du tout parce que justement ils ont bien des fois perdu le fil avec la cuisine française. Et ils font une cuisine française qui n'est plus d'actualité. Et les Japonais voyagent énormément. Et du coup, il faut faire une cuisine française, mais actuelle, même si vous êtes à l'étranger. C'est notre savoir-faire. Et chercher forcément à vouloir l'adapter ou la rendre plus lisible pour les autres, ça ne nous rend pas service. Et pour exemple, moi je suis horrifié de la façon dont est traitée la cuisine italienne en Asie. Je veux dire, il y a de la pasta, il y en a partout. Partout, partout. Seulement la qualité, c'est d'une médiocrité, c'est à la limite du mangeable. Parce que justement, ils ont essayé d'adapter aux goûts locaux. Vous trouvez des pâtes au kimchi, vous trouvez tout est archi sucré, vous trouvez des pâtes avec de l'ail à plus savoir qu'en faire. Enfin, ce qui n'a absolument plus rien à voir avec la cuisine italienne. Donc c'est une espèce de cuisine hors sol, en fait. Donc, non, nous on ne veut pas rentrer là-dedans, juste pour rester distinctif, en tout cas. Mais c'est une vraie bonne question, voilà, on se pose tous les jours. Je pense que le mot que nous fait penser ce qu'évoque Eric, c'est la lisibilité. Il faut arriver à garder une lisibilité, une signature. La cuisine internationale, c'est un faux problème, parce que les produits qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas poussé dans notre jardin, tomates, la pomme de terre, etc. Mais à un moment donné, ils sont rentrés dans notre patrimoine. Donc ils sont arrivés par les gestes culinaires à un certain niveau de lisibilité. On continue à intégrer des nouveaux produits. Je pense qu'il y a 15-20 ans, tout le monde avait peur de la cuisine fusion. Ce n'est pas de la cuisine fusion, mais il y a des produits nouveaux qui sont rentrés sans dénaturer le geste, le côté français du plat. Et donc, on évoquait là, juste avant de préparer la conférence, le nombre de touristes. On est passé dans les années 50, c'est un chiffre qui m'a stupéfait, de 25 millions de touristes, on est 1,2 milliard de personnes à se déplacer pour aller voir les autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on ne fait que toujours les mêmes recettes et on reste recroquevillé sur ce qu'on fait, ou on essaie de donner à l'autre à voir ce qu'on sait faire, sans être prisonnier dans notre acte créatif, mais en gardant de la lisibilité. C'est ça, c'est un équilibre. Voilà, et la question qu'est-ce que vous dites, enfin ce qui est sous-jacent derrière, c'est il faut se replonger aussi dans l'histoire. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître l'histoire et de savoir d'où on vient. La cuisine française, elle n'existe pas. La cuisine française, elle a été faite que d'emprunts. On a emprunté avec Marie de Médicis, l'arrivée de Marie de Médicis à la cour et ses cuisiniers italiens, on a emprunté tout à la cuisine italienne, quasiment. Ensuite, on a emprunté à la cuisine anglaise, on ne le sait pas, mais pourquoi on parle de roast beef? Parce que on n'avait pas de façon de rôtir, on ne rôtissait pas. Les Anglais nous ont apporté la façon de rôtir. On a beaucoup emprunté à la cuisine anglaise, on a emprunté à la cuisine allemande, on a emprunté aux cuisines de région, à nos régions. Donc la cuisine française, elle n'est faite que d'emprunts. Mais en revanche, il y a... Alors c'est peut-être un peu... je me sens pas très à l'aise, ou en tout cas je suis un peu gêné de dire ça, mais je pense qu'il y a un génie français, c'est cette capacité d'absorber et de retranscrire des influences diverses pour les rendre vraiment françaises. Mais on peut considérer, pour fréquenter beaucoup le Japon, que les Japonais font exactement la même chose. La culture japonaise n'existe pas, elle n'est faite que d'emprunts, depuis la Chine au départ, la Corée ensuite. On parle des poteries japonaises, il faut savoir que les Japonais ont déporté l'intégralité des potiers coréens au XVIIe siècle. Donc ils n'ont fait que d'emprunter. Mais il y a un génie japonais qui fait qu'à un moment donné, on retrouve quelque chose qui est fondamentalement japonais. Et je pense qu'on a ce génie en France, d'être capable d'absorber les influences, de les digérer et de les architecturer pour leur donner une forme
nouvelle et intéressante. Une autre question? Juste pour rajouter quelque chose sur ce que disait Eric, il a évoqué Escoffier tout à l'heure. La codification du langage de la cuisine est importante, c'est-à-dire que, et je crois que c'est un terme que j'ai utilisé, la cuisine française est une grammaire, c'est-à-dire qu'il y a depuis toujours par le langage et par le fait que ce langage a été porté par les chefs, les cuisiniers français ont pas mal voyagé, il y a eu ce modèle un peu expansionniste en fait, de la cuisine qui a colporté ce langage dans le monde. Donc ça reste. Maintenant, derrière le langage, il y a une volonté de structurer un peu les choses. Peut-être que l'équilibre est à trouver entre l'ouverture suffisante, mais pas trop, de façon à garder son identité, et puis aussi, je pense, que les enjeux sont planétaires aujourd'hui sur l'alimentation. Donc on ne va pas pouvoir continuer à... On peut garder un équilibre en préservant des identités culinaires, même si elles sont métissées, comme l'évoquait Eric, sur le long de l'histoire, et en même temps se confronter, et essayer de la confrontation faire de la création. Je pense que les deux sont possibles. Elles ne sont pas exclusives, c'est-à-dire ceux qui vous diront tout fout le camp, bon, bah, c'est bien qu'ils restent là où ils sont, et comment dire, mélangeons tout parce que rien n'a de sens, c'est pas bon non plus. Quoi. Donc il y a la place, c'est comme pour les êtres humains, hein, on peut se mélanger, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas des humains, et même s'il y en a qui pensent que non. Et puis on peut aussi garder à travers notre culture ce qu'on porte, notre langue, des choses qui nous rattachent à d'où on vient, et même si c'est de différentes façons. Dans la cuisine, on ne fait que porter ça, je pense. Pardon, je vous en prie. 32 secondes, le temps que vous preniez le micro, mais oui. je suis toujours... Alors, en fait, c'est une question qui s'adresse à vous deux, et j'ai deux questions en fait, qui se suivent, sans vouloir être trop long. Qu'est-ce qui fait que l'un et l'autre, vous soyez unis aujourd'hui par la cuisine? C'est-à-dire quel a été votre choix, de choisir de faire l'école Ferrandi, et pourquoi ce choix de la cuisine et ensuite le parcours, et la projection dans 30 ans, peut-être, d'autres personnes, vous-même, vous revenez à l'école, et quelle est votre vision, la suite de l'histoire, peut-être dans 30 ans? Je commence et je laisse. Voilà. Parce que pour moi, c'est très clair. Alors moi, je ne suis pas cuisinier. Hein, donc, sémiologue, c'est un mot, comme je dis souvent, c'est un gros mot. Moi, je suis venu à m'intéresser à la cuisine par le goût et par la compréhension des mécanismes du goût. Il y a plus de... Je sais pas, j'aurais pu faire de la sémiologie d'image. Finalement, j'ai fait de la sémiologie sur les odeurs. Les odeurs, le goût, c'est les odeurs. Je ne sais pas si vous le savez, tout ce que vous appelez le goût dans la bouche, en fait, c'est l'olfaction. Et j'ai assez vite vu qu'il y avait une interface intéressante avec les gens qui sont dans le geste, parce qu'il y avait cette difficulté qui est intrinsèque au goût à exprimer des choses, et elle est irréductible, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici. On est tous différents pour goûter, donc c'est pour ça qu'on n'a pas les mots pour le faire. Mais en me penchant sur ce problème de communication, sur des sensations qui sont différentes des autres, différentes de la vision, j'en suis venu à m'intéresser à la construction des langages, et puis à me rapprocher du monde culinaire, de la pâtisserie, de la boulangerie, des métiers de bouche, et essayer de les aider, et puis c'est parce qu'on arrivait à avoir un dialogue intéressant, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que aussi, j'ai presque envie de dire, il va croire que je le flatte, mais Eric a un contre-exemple quelque part de ce que il y a 10 ans les cuisiniers étaient capables de faire. Un cuisinier qui faisait une conférence, moi j'avais beaucoup animé, j'avais fait beaucoup de tables rondes. Le cuisinier parlait de lui essentiellement, mais c'était plus compliqué. Hein, il y avait tous ces phases. Et aujourd'hui, je pense que les cuisiniers ont une profonde intelligence de ce qu'ils font, et conceptuelle, et simplement, ils sortent depuis 10-15 ans de leur cuisine, et il y a des champs incroyables qui s'ouvrent à condition de créer des interfaces qui ne soient pas utilisées. Alors, ça n'engage que moi. Je pense que très souvent, ils sont aussi un peu phagocytés ou utilisés par des gens qui viennent vivre sur la bête, c'est-à-dire utiliser leur science et parler à leur place, en fait. Alors donc, c'est un peu, enfin, c'est pas le cas moi je connais bien, Pierre Hermé, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement touchant, extrêmement sincère. La personne qui est derrière n'est pas l'exemple que je donne, mais elle a instrumenté Pierre Hermé pour en faire une marque. Mais des fois, c'est pas ça qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas un bon binôme. C'est-à-dire que
il y a des gens qui se mettent devant, et la critique s'est construite là-dessus aussi. Vous avez des gens qui viennent imposer leur goût et dire voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon, qui peuvent défaire et faire des réputations, alors que bon, ce qui est intéressant c'est de diffuser, d'ouvrir, etc. Donc moi j'ai vu qu'il y avait à travers cette mauvaise compréhension du goût, en 30 secondes je vais terminer, la possibilité de faire quelque chose avec les cuisiniers qui était d'avoir un vrai dialogue. Et donc on a essayé de montrer ça avec Eric. On a eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets avec des parfumeurs, de monter cette... Eric, on a des échanges riches et je crois que je vais prendre des cours de cuisine au final, parce que maintenant j'ai enfin le temps. Pourquoi? Parce que je pense que la posture est importante. C'est-à-dire que moi ça fait 20 ans que je travaille dans le goût, donc j'ai un crédit, j'ai aucun problème à discuter avec les chefs, parce que je leur parle de choses qu'ils maîtrisent moins, tout en croyant maîtriser. Et je ramène des éléments de science ou d'autres qui permettent de faire le dialogue est riche. Mais j'ai envie de me sentir, pas dans cette veste, parce que je ne l'aurai jamais, mais dans la veste et de mieux comprendre en termes de posture. Voilà. Et je pense que ça va accroître ce dialogue. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question, et je passe la parole à Eric, je pense qu'il va y avoir cette réconciliation beaucoup plus sincère et beaucoup plus sur le faire, entre la paillasse et le piano une interaction entre la technologie et la science qui soit productrice de solutions pour le futur réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'alimentation du futur, on a l'impression qu'il y a des gens à l'INRA qui font des trucs imbouffables que des gens peu scrupuleux dans des entreprises du CAC 40 vont nous vendre. Donc, il y a ça peut-être, mais si on les oblige à travailler avec des cuisiniers, par exemple, avec une vraie rigueur, on va se mettre à passer par le fait qu'il y a un truc qui s'appelle l'assiette, dans laquelle il y a une surface de confiance où les gens vont arriver à dire « ça me plaît ». C'est plus bizarre, ça me plaît, parce que j'ai confiance à celui qui l'a fait, et parce qu'il est sincère, et parce que l'exigence du cuisinier a rendu le scientifique exigeant et moins mercantile, etc. Donc voilà, et ça répond à la deuxième partie. Moi, dans 30 ans, je ne serai plus là, je pense, mais si j'ai un pari en tout cas, c'est qu'on est en train de travailler sur un projet à l'école Ferrandi, que je crois beaucoup, hein, qui est de réellement avoir un labo pour la gastronomie, c'est un espèce de scoop, il n'y a rien pour l'instant, on cherche de l'argent. C'est plutôt ça, la gastronomie du futur. Et moi je crois, et je pense on n'est pas si nombreux, que mettre le cuisinier au centre va complètement changer les choses. C'est pas le cuisinier qui va se vendre à fondue, c'est pas le cuisinier qui va travailler au labo d'INRA ou au labo de Nestlé, etc. C'est les gens de Nestlé, c'est les anthropologues, etc. qui vont venir travailler là où sont les cuisiniers. Parce que c'est cette intelligence-là qui est à la fois conceptuelle, gestuelle, mémorielle, qui va faire émerger autre chose que ce que sont capables de faire aujourd'hui les industriels, les chercheurs, etc. Voilà. Donc ça répond à la deuxième question. Je pense que dans 30 ans, on fait manger à travers la planète des insectes, donc des recettes gastronomiques, je pense au lotus, qui pourrait arriver aussi aujourd'hui, mais dans une recette française, on aura réussi. C'est-à-dire qu'on aura réussi à faire un monde plus ouvert, mais qui aura respecté les traditions et qui aura intégré des technologies au sens noble du terme. Voilà, pardon, je suis un peu long, et ça, je sais pas si tu as laissé le temps. Oui, alors moi quand je suis arrivé là, j'ai toujours voulu faire de la cuisine depuis que j'étais très très petit. Ça a commencé vers l'âge de 4 ans. Je voulais être vulcanologue ou cuisinier, et après je me suis dit que finalement, tous les deux avaient rapport avec le feu, et que le fourneau était quand même plus près que les volcans, donc je me suis mis à faire de la cuisine. Mais non, j'ai toujours voulu faire ça, je suis rentré à l'école Ferrandi, j'avais 15 ans. Voilà, et j'ai grandi dedans. Je pense qu'il y a deux choses, moi, qui m'animent aujourd'hui. C'est la première, travailler avec l'enseignement, pour moi, est fondamental. Rester branché avec les générations plus jeunes m'ont appris beaucoup de choses. Déjà qu'on ne peut pas fonctionner comme les cuisiniers classiques fonctionnaient, en termes d'ambiance. Et ensuite, je pense qu'il y a chez les générations, votre génération, quelque chose qui est plus important encore que la nôtre, c'est la quête de sens. Et s'il n'y a pas de sens, eh ben, vous ne travaillez pas. Et alors tout le monde me dit, mais les jeunes, c'est tous des feignasses, on ne peut rien en faire. Quand je suis avec des vieux chefs, ils me disent tous, ils sont vraiment incapables. Moi, je ne sais pas, j'ai des gens formidables avec moi. Mon chef a 26 ans, c'est le plus âgé. Les autres ont entre 18 et 22 ans. Et je les trouve totalement formidables. Mais par contre, ils ont besoin de sens. On a cassé le mur de la cuisine pour qu'ils puissent voir à quoi sert leur travail. Pour que le client, on le voit, et que d'un seul coup, notre travail ait du sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi je crois beaucoup à la notion de maître ouvrier, c'est-à-dire je pense qu'on peut être un artisan, on peut être un très bon technicien dans son domaine, meilleur ouvrier de France ou pas, et avoir de la curiosité, de l'ouverture, et aller voir un petit peu ce que font les autres,
aller butiner à droite et à gauche pour se nourrir. On ne peut pas sans arrêt donner. On a besoin aussi de se nourrir. Et ça fait partie de mon travail. Donc, le futur, je le vois plus comme une quête de sens. Aujourd'hui, même si effectivement il y a des gens qui meurent de faim, et il y en a, généralement, sur cette génération-là, si le travail ne leur plaît pas, ils sont bons. Moi, j'ai des cuisiniers qui sont bons. Ou si d'un seul coup, le projet qu'on a établi ensemble s'arrête, c'est-à-dire qu'ils ont choisi un autre projet, ils peuvent le quitter du jour au lendemain. Ce qui était impensable de mon temps. Impensable. On rentrait dans une cuisine, le chef vous plaçait, vous faisiez votre année au bout de 2 ans, ensuite il vous envoyait un de ses copains, et ainsi de suite, et on progressait comme ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Et je pense que le futur, c'est simplement la quête de sens. Trouver du sens à ce qu'on fait, et tant qu'on n'aura pas ça, on ne travaillera pas, parce qu'on n'a pas besoin finalement au global. Si on regarde aujourd'hui, on peut se débrouiller, on n'est pas obligé d'avoir un job, on peut arriver à vivre assez modestement, il y a beaucoup de jeunes qui le font. Et je pense que les problèmes qu'il y a peut-être de l'entrée dans la vie active, ils sont beaucoup plus complexes que simplement dire ils sont capables ou pas capables. Je pense que c'est une question de place aussi. Quelle place on donne, quelle place on est prêt à leur donner, et quel sens on donne à leur travail, et est-ce qu'on répond à des aspirations. C'est ça. Et ce que je cherche, le management qu'on a nous à Sémilla, tu as pu le sentir un petit peu, est très participatif. Je ne suis pas le grand chef qui règne sur la cuisine et qui a droit de vie et de mort sur tout le monde. C'est plutôt, on va appeler ça un palais collectif, c'est ça? C'est quelque chose, un échange sur la place du goût chez les chefs. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Nous, on essaie de mettre en place un cerveau collectif culinaire à Ferrandi. Enfin, il est déjà là, mais on veut le développer massivement. Et en discutant des échanges, il peut y avoir cette idée que le chef est là juste pour dire c'est bon, c'est pas bon. Et ce qui était intéressant dans la démarche, qui me semble être une démarche de gestion d'équipe, c'est le fait qu'il s'est créé un palais collectif dans son restaurant. C'est-à-dire qu'ils sont conscients des différences qu'ils ont, et ils essayent de signer ensemble en fait une membrane qui les enveloppe et qui est au contact de ce que les clients leur restituent. Donc le fait de cette ouverture, c'est pas seulement que ça soit transparent parce que visible, ça permet réellement d'aller vers ce contact. Parce que, autre phénomène sur cette génération, c'est que ce sont des gens qui travaillent en réseau. Et ça crée des modes de fonctionnement totalement différents. Nous, on travaille en solo. On travaille en solo, en organisation pyramidale. Le chef, les seconds, machin, le chef décidait, créait les recettes, les autres appliquaient. Le dernier, à la fin, il épluchait, il taillait. Et puis après, il y avait un mec qui cuisinait, et puis un autre qui assaisonnait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Cette génération travaille avec des projets, elle veut du sens, et elle travaille en réseau. Et ça modifie complètement l'approche. Alors bien sûr, il y a plein de chefs qui comprennent pas. Moi, j'ai cette chance, parce que je suis enseignant, de sentir un petit peu ça et de l'appliquer dans mon restaurant. Et je dois dire que je suis vraiment heureux de l'équipe que j'ai et des gens avec qui je travaille, j'y suis très attaché. Voilà, donc ça c'est très important pour moi. Et puis la curiosité, c'est le moteur de tout, en fait. Parce qu'un cuisinier se doit d'être curieux. Quand il ne connaît pas, il faut aller goûter. Sinon, si nous, déjà, on ne goûte pas, on ne peut pas donner ça aux autres, quoi. C'est impossible. Donc le cuisinier, par nature, est curieux. D'où, alors moi je suis peut-être un peu trop curieux parfois, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai une vraie soif quand je me balade dans des pays et je mange des trucs abominables parfois, mais en tout cas je vais goûter, hein, je vais voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais. S'il y a un conseil que j'ai à vous donner, c'est juste d'abord soyez fiers de votre métier, de vos mains, des métiers de la main, et ensuite soyez curieux le plus possible. Voilà. Et vraiment, on vous remercie du fond du cœur pour cette intervention passionnante.